Le journal, Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous le disiez, après l'incompréhension a succédé la colère à Bayonne. Les deux hommes accusés d'avoir battu à mort Philippe Monguillot il y a 2 ans ne sont plus poursuivis pour homicide, mais pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Ça veut dire qu'ils ne seront pas jugés aux assises par un jury populaire pour avoir tué ce chauffeur de bus. C'est une décision inacceptable pour maître Alexandre Novion, qui est l'avocat de sa famille. Cette décision choque parce que elle est une décision qui va immuniser quelque part les auteurs de l'obligation de se justifier de leurs intentions. Il est question dans ce dossier de violences qui se sont articulées entre elles, qui ont déjà eu pour résultat de mettre ce chauffeur de bus au sol, où il va recevoir tout un tas de coups d'une violence extrêmement importante, centrés vers la tête, vers le visage. Des gens qui, tout en proférant des coups, ont parlé de finir l'intéressé, l'intention criminelle. Ça peut être aussi la conscience qu'en frappant quelqu'un, qu'en lui donnant des coups comme des pénaltys au niveau de la tête, on puisse faire éclater sa boîte crânienne ou participer à un processus de venue de la mort. Comment l'avocat que je suis peut admettre que des gens qui ont fait preuve d'une si grande violence disposent d'un refuge et d'une possibilité de parler d'une violence sans but. C'est on se demandait d'ailleurs s'ils vont accepter l'idée qu'ils aient pu vouloir faire du mal. Maître Alexandre Novion au micro européen de Nina Droff, qui a d'ailleurs déjà décidé de faire appel de cette décision. L'actualité politique à présent, le gouvernement Borne n'est toujours pas connu. La première ministre prend son temps. Hier, elle a poursuivi ses consultations pour éviter toute erreur de casting dans son futur gouvernement. En attendant, c'est un vrai défilé de personnalités à Matignon. Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve ou encore François Bayrou. Il y en a une que l'on entend assez peu en ce moment, c'est Marine Le Pen. Hier, elle a refait surface, vous le disiez, en Haute-Marne et dans la Meuse pour soutenir ses candidats aux élections législatives. Victor Chabert, apparemment l'échec au 2e tour est digéré. Marine Le Pen repart au combat. Oui, Marine Le Pen de retour sur le terrain. Elle était dans le Grand Est, à Saint-Dizier et Bar-le-Duc, aux côtés de ses candidats. Et la finaliste présidentielle dit s'être fixé un objectif ambitieux pour ces élections législatives. Au moins 60 députés. 60 députés, c'est ce qui permet notamment la saisine du Conseil constitutionnel et autres moyens qui sont accordés à l'opposition lorsqu'on passe ce stade. Marine Le Pen ne croit pas que Jean-Luc Mélenchon ait pris sa place dans le rôle de premier opposant à Emmanuel Macron, ce qui ne l'empêche pas de tacler le leader insoumis. La NUPES, qui est une sorte de ZAD généralisée, emmenée par un Jean-Luc Mélenchon qui a décidé de sortir la carte magouille. Eh bien non, on n'élit pas les premiers ministres et Jean-Luc Mélenchon a 0 chance d'être Premier ministre. Pour Marine Le Pen, la dynamique est de son côté. La situation n'a rien à voir avec 2017. Elle dit pouvoir compter sur ses militants et ses électeurs à une condition, qu'ils se déplacent aux urnes. Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Il est 7h04, un nouveau revers judiciaire pour le cimentier Lafarge, mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Lafarge soupçonné d'avoir versé en 2013 et 2014 via sa filiale syrienne plusieurs millions d'euros à des groupes terroristes pour assurer la protection des employés sur place. L'enquête a évalué que ces versements pourraient avoir atteint entre 4,8 et 10 millions d'euros pour le seul groupe État islamique. Alors par-delà des sommes d'argent versées, que dire de cette affaire? Ne manquez pas l'édito de Vincent Hervouette juste après ce journal. 7h05, Anissa Dadi nous le disait à l'instant, le thermomètre n'en finit pas de grimper. Par ces fortes chaleurs qu'il fait bon se balader dans les sous-bois. Mais justement, avec ces chaleurs et la sécheresse qui frappent le pays, comment vont nos forêts? Eh bien, c'est la question qu'on se pose ce matin sur Europe 1 en partenariat avec Le Pèlerin Magazine. Fragilisé par le réchauffement climatique, surexploité en raison des besoins croissants en bois dans le monde, la forêt française pourrait bien, à l'avenir, peiner à se régénérer. Louise Salé, est-ce que c'est si alarmant que ça ? Alors attention, c'est trompeur, la forêt se porte bien mais elle souffre de crises de plus en plus régulières. On n'en verra les effets que dans plusieurs années, explique Jean-Michel Servan. Il préside France Forêt Bois qui rassemble les acteurs de la filière. La forêt française, elle est très menacée par le changement climatique, comme toutes les forêts européennes, qui se traduit par des attaques liées à l'évolution du climat, comme les sécheresses estivales, le déficit hydrique. S'ajoutent en fait des menaces de type sanitaire, c'est-à-dire que les arbres sont en situation de stress et sont plus vulnérables à des attaques de type
type insectes ou champignons. La solution, planter différents types d'arbres, différentes essences pour plus de résistance. Un travail compliqué. François Morneau est conseiller technique de l'inventaire forestier de l'IGN. On a beaucoup d'incertitudes sur la capacité d'un ensemble d'essences à tenir, avec une vraie difficulté qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un arbre, évidemment, il vit longtemps et il faut qu'à la fois on arrive à installer une espèce qui peut pousser dans les conditions actuelles, et il faut aussi que ces espèces-là soient capables de produire du bois, de faire des arbres et des forêts pendant 50, 100 ou 150 ans. Les nouvelles essences ne vont pas forcément toutes convenir, mais il vaut mieux tester quitte à se tromper plutôt que de subir un dépérissement probable des espèces actuelles. Voilà, et si vous voulez plus d'informations, lisez l'hebdomadaire Le Pèlerin qui titre cette semaine « Aux arbres citoyens ». Autre conséquence de la chaleur, les fraises sont bonnes, sucrées, mais elles mûrissent trop vite, à tel point que la récolte dans le Tarn-et-Garonne est en danger. Les producteurs n'ont pas le temps de faire la cueillette et les fruits finissent par pourrir sur place. Reportage du côté de Castel-Sarrazin avec Benjamin Peter. Moi, j'ai jamais vu ça. Depuis 91 que je fais de la fraise, c'est la première année où ça nous arrive une chose pareille. Maurice Andral est dépité. Ces 3 hectares de fraises sont pensés pour être récoltés progressivement dans la saison. Mais cette année, tout est déjà mûr. Il a été Sibylla, vous voyez, qui normalement devrait être comme ça au 10 juin. Regardez comme c'est rouge déjà. On a un gros afflux de fraises qui arrivent là, dû à ces grosses canicules. Il y a une surproduction, tout mûrit en même temps. Un consommateur, il mange une barquette de fraises, mais il ne mange pas trop. Conséquence, les prix d'achat aux producteurs s'effondrent. Ils vendent à perte, alors la mort dans l'âme, il a décidé de ne pas ramasser, d'autant plus rageant que début avril, il avait perdu la moitié de sa production de prunes à cause des gelées. Je commence quand même à baisser un peu les bras. 2 années de gel en prunes, je disais avec la fraise, bon, on va peut-être rééquilibrer, quoi. Et c'est le contraire, sur une parcelle comme ça. Vous voyez, il y a 100 000 € d'investissement. Je pense qu'à la fin de la saison, il va me manquer 50 000 €. En plus des 800 tonnes de prunes que j'ai perdues. Et ce qu'il voudrait, c'est que les distributeurs jouent le jeu en faisant baisser les prix des fraises françaises pour les consommateurs pour inciter à acheter français, alors qu'on trouve encore des fruits venus d'Espagne à des prix défiant toute concurrence. À Castel-Sarrazin, Benjamin Peter, Europe 1. Pour finir ce journal, Lénaïque, vous étiez bonne en orthographe à l'école ? Pas trop mal. Pas trop mal. Et bien justement, les cracks de l'orthographe s'affrontent aujourd'hui. Avec la finale des Dico d'or, ou comment transformer la dictée en un jeu pour ses 70 élèves de 11 à 16 ans. Nicolas Caro. Quintessence, Q-I-N-T-E-2-S-E-N-C-E. La voix de Charles-Henri de Lalonde, président de la Fondation Voltaire, ne tremble pas pour épeler Quintessence. C'est qu'il n'est pas en compétition comme les 70 élèves qui s'affronteront par équipe tout à l'heure. Ils doivent retenir l'orthographe exacte d'une liste de 150 mots. Les règles sont simples. 1 point pour une bonne épellation, 1 point pour une bonne définition. Et chaque équipe ensuite est chronométrée. Et si les équipes sont à égalité de points, c'est le temps qui les départagera. Stratagème, cynisme, ambiancé, etc. Les participants joueront en multiplex depuis l'Ardèche, l'Indre-et-Loire, le Maroc ou Madagascar. Toute la francophonie est concernée. L'objectif, enrichir le langage. Charles-Henri de Lalonde. Plus le vocabulaire est riche, plus on est capable de nuances, de précision, de convaincre. C'est l'ambition de ce concours que de faire découvrir des nouveaux mots pour enrichir son vocabulaire. Quand on a les mots pour le dire, c'est une forme de pouvoir. La récompense pour les vainqueurs, 1 000 € par équipe à investir dans une sortie culturelle. Nicolas Caro et un chiffre encourageant, Dimitri. Les MICP, vous savez ce que c'est les tests que l'on fait passer aux enfants de 6 ans. 8 sur 10 savent lire à voix haute. Désormais, c'est mieux que l'année dernière. On progresse. Tant mieux, ça progresse. Merci beaucoup. Et on est moins bon que les petits Ukrainiens en maths aussi, apparemment. Oui, ils ont 1 an d'avance par rapport aux petits Français. Oui, j'ai lu ça. Ils font le théorème de Thalès en 5e, on le fait en 3e, c'est vous dire. Merci beaucoup, Lénaïque.